au gala de signature de 400 millions de dollars. Mon mari a amené sa maîtresse et l'a présentée comme son épouse. Ma belle-mère m'a giflé et m'a dit de me perdre, affirmant que j'étais une horreur pour les yeux. Je me suis dirigé vers la présidente du conglomérat partenaire et j'ai dit, « Mère, laissez-les goûter à la faillite. » Le lustre en cristal au plafond de la grande salle de bal du Plaza Hotel. Brillant comme la Voie lactée. Projetait des traînées de lumière scintillantes sur le sol en marbre poli. Les gens se promenaient en riant et en parlant. Des flûtes de champagne tourbillonnant dans leurs mains. Des robes de créateurs se frôlant au milieu de parfums sur mesure. Au milieu de cet espace extravagant. Je me sentais aussi déplacé qu'une fausse note dans une symphonie parfaite. Aujourd'hui était un jour mémorable pour le groupe Sterling Apex. Le jour de la signature d'un contrat immobilier commercial d'une valeur de 400 millions de dollars. Un chiffre assez ahurissant pour submerger n'importe qui. Mais pour moi, Sloan, l'épouse du jeune PDG Vance Sterling. Ce n'était qu'une soirée de plus dans mes 3 années de mariage. Une soirée où je savais que je serais à nouveau invisible. Mon mari Vance se tenait au centre de la salle de bal, levant son verre. Souriant radiant à côté de son père et d'importants partenaires. Il portait un costume Tom Ford parfaitement taillé, ayant l'air élégant et charismatique. Mais pas une seule fois ce soir-là, ses yeux ne se sont égarés là où je me tenais. Ma belle-mère, Eleanor, était pire encore. Elle a glissé près de moi comme une brise froide. Sa robe de soirée Oscar de la Renta d'un rouge cramoisi profond exsudait la fierté et le pouvoir. Exactement comme sa personnalité. Elle était occupée à saluer, à serrer des mains et à recevoir des compliments. Dans son monde, je n'étais qu'une décoration superflue. J'y étais habitué. Au cours des 3 dernières années, j'avais appris à m'habituer à verser ma propre eau gazeuse. À trouver un coin caché pour m'asseoir et à sourire toute seule sous les regards scrutateurs de l'élite de Manhattan. Il me regardait, une fille d'apparence ordinaire dans une robe simple de chez Zara. Puis mon mari, les yeux emplis d'une question muette, pourquoi elle? J'avais l'habitude de penser que si je vivais simplement, docilement et en travaillant dur, les gens finiraient par m'aimer. Mais après 3 années, j'ai commencé à comprendre que le fait que les gens vous aiment ou non n'a rien à voir avec votre façon de vivre. Le point culminant de la soirée, ou plutôt le point culminant de mon endurance, fut le moment où Vance guida une autre femme par la main au centre de l'attention. Elle s'appelait Cléo, un mannequin montrant une silhouette frappante. Vêtue d'une robe de soirée fourreau vert émeraude qui épousait toutes les courbes de son corps. Elle passa son bras intimement dans celui de Vance, et sans l'ombre d'un embarras. Mon mari la présenta à la foule de la haute société. Laissez-moi vous présenter à tous. Voici Cléo. Mon âme sœur. Quelques personnes ont poliment applaudi et d'autres m'ont regardé avec pitié. Mais mon mari n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. Eleanor se tenait à proximité, et non seulement elle ne l'a pas arrêté. Mais elle a également souri avec une profonde satisfaction. Elle fit un signe de tête à Cléo, les yeux affectueux. Comme s'il s'agissait de la belle-fille qu'elle avait toujours voulu. Mon cœur avait l'étreinte d'un étau. Âme sœur? Alors, suis-je? L'épouse légale sur le papier. La personne qui a abandonné sa carrière en architecture pour rester à la maison et s'occuper de sa famille, la personne qui est restée silencieuse pendant tous ces dîners d'affaires tardifs à Soho. Et maintenant, j'étais devenue une étrangère dans mon propre mariage. Je ne pouvais plus le supporter. Prenant une profonde inspiration. Je refoulai les larmes qui me montaient aux yeux et marchai vers eux. Je n'ai pas crié ni fait de scène. Je me suis simplement tenu devant mon mari, ma voix terrifiante de calme. Vance, pourrais-tu expliquer cela un peu? Est-ce que ta belle-mère, enfin? Ton épouse ne se tient pas toujours juste ici? Toute la pièce sembla se figer. Le quatuor de jazz mélodique parut soudain déplacé, et tous les regards se tournèrent vers nous. Vance eut l'air décontenancé. Il détacha le bras de Cléo et bégaya, Sloan. Ne fais pas de scène ici.
Nous pourrons en parler quand nous serons rentrés au Penthouse. Le Penthouse? La maison où je n'avais jamais eu l'impression d'appartenir. Cléo se tenait à côté de lui, arborant un sourire narquois et provocateur. Elle me regardait comme si j'étais une idiote. Mais la personne qui mit fin à tout cela ne fut pas mon mari. Ce fut ma belle-mère. Éléanore s'avança, son visage magnifiquement maquillé se durcissant en lignes autoritaires. Sans un mot, elle leva la main. Une gifle sèche résonna, noyant la musique d'ambiance. Un côté de mon visage brûlait, la douleur était atroce. J'entendis clairement les hoquets de stupeur des cadres de Wall Street et des mondains. Je restai là, mes cheveux soigneusement épinglés maintenant défaits. Quelques mèches cachant la moitié de mon visage. Je n'ai pas versé une seule larme, mais mon cœur était déchiré. Dégage, siffla Éléanore, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel chirurgical. Arrête d'être une horreur pour mes yeux, petite vaurienne ingrate. Personne ne prit ma défense. Mon mari, l'homme que j'avais aimé et pour qui j'avais fait des sacrifices pendant 3 ans, resta planté là, paralysé. Il me regarda, puis regarda sa mère comme pour calculer quel côté serait le plus facile à vivre. Je regardais autour de moi ses yeux emplis de pitié, de curiosité et même de jubilation. Au milieu de centaines de personnes puissantes, je me sentais totalement seul. La douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation qui rongeait mon âme. Il m'avait frappé, humilié simplement parce que j'osais exiger mon statut légitime. Ainsi, à leurs yeux, je ne valais même pas autant qu'un centre de table. Je me suis lentement redressé, ma main effleurant subconsciemment ma joue brûlante. Je n'ai regardé ni mon mari, ni la femme qui m'avait frappé. À la place, j'ai esquissé un sourire étrangement doux. Ce sourire ne semblait appartenir ni à moi, ni à quelqu'un qui venait d'être publiquement humilié. Cela fit se figer Éléanore. Et le regard jubilatoire dans les yeux de la maîtresse Cléo se transforma momentanément en panique. Puis je me suis retourné. Chacun de mes talons aiguilles résonna fermement et clairement contre le sol en marbre. Je ne marchais pas vers la sortie de la 5e avenue. Je marchais droit vers la table VIP où étaient assis les titans de l'industrie. Tous les regards suivirent chacun de mes pas, curieux et confus. Éléanore sembla sortir de sa stupeur. Elle aboya, « Où penses-tu aller ?» Par immédiatement. Mais je n'y prêtai aucune attention. Ma destination était juste devant moi. La femme assise au centre de la table de banquet portait ses cheveux en un chignon élégant et épuré. Et sa robe Dior vintage noire exsudait une élégance et une autorité indescriptibles. Elle avait un visage bienveillant, mais ses yeux étaient perçants. C'était Margot Kensington, présidente de Vanguard Holdings. La partenaire la plus importante du projet de méga-développement de 400 millions de dollars de sterling Apex. Du début jusqu'à présent, elle avait tout observé en silence, son visage ne montrant aucune émotion. Je me suis arrêté juste à côté de sa chaise. Toute la salle de bal retenait son souffle. Derrière moi, mon mari et ma belle-mère semblèrent sentir que quelque chose de terrible se préparait. Leurs visages commencèrent à pâlir. Je me suis penché, mes cheveux tombant pour cacher une partie de mon expression. Puis, dans l'espace silencieux, j'ai appelé doucement. Mais assez fort pour que tout le monde à la table VIP m'entende, « Mère ». Ce mot tomba comme une bombe au milieu du plaza. Tout le monde à la table VIP se tourna vers moi, choqué. Mon mari, Vance, était enraciné sur place. La flûte en cristal dans sa main glissa et se brisa sur le sol. La mâchoire d'Éléanore se décrocha, ses yeux grands ouverts. Incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Des murmures éclatèrent dans toute la salle comme une ruche brisée. Margot leva les yeux vers moi. Dans ses yeux perçants, un éclair de chagrin et de fureur apparut soudainement. Elle ne dit rien, se contentant d'un léger signe de tête comme confirmation silencieuse. Je savais qu'elle comprenait. Je me suis penché près d'elle, ma voix n'étant qu'un murmure, mais d'un froid glacial. Juste assez fort pour que les cadres proches en frissonnent, laissez-les goûter à la faillite.
Dès que j'eus fini, je me suis redressé. Ma mère, Margot, garda le visage totalement impassible. Mais ses actions furent incroyablement décisives. Elle fit un léger signe de tête au chef de cabinet debout derrière elle. Le cadre s'éclaircit la gorge, comprit immédiatement. Monta sur l'estrade et prit le microphone de l'animateur décontenancé. Sa voix résonna, claire et résolue, mesdames et messieurs. Au nom de la présidente de Vanguard Holdings, Margot Kensington. Je tiens à faire une annonce urgente. En raison de circonstances imprévues. Nous avons officiellement décidé de nous retirer du projet de réaménagement urbain de Sterling Apex. Tous les accords et lettres d'intention précédents sont par la présente annulés. Merci et bonsoir. Une brève déclaration, mais sa puissance destructive était supérieure à 1000 insultes. Toute la salle fut ébranlée. 400 millions de dollars. Le rêve de toute la dynastie Sterling. Le joyau de la couronne d'Apex venait de volter en fumée en un seul instant. J'ai vu mon beau-père, Richard Sterling, chanceler en s'agrippant au bord d'une table. J'ai vu Vance, le visage blanc comme un linge, me regarder avec une horreur et une panique absolue. Et j'ai vu Eleanor, la femme qui venait de me crier « Dégage » au visage, trembler maintenant. Pointant un doigt manucuré vers moi, bégayant de manière incohérente. Elle se précipita vers ma mère, son visage maquillé maintenant déformé par la panique. Elle essaya de forcer un sourire crispé, sa voix tremblante. Dépouillée de toute autorité de haute société, Margot. Quelles absurdités cette fille est-elle en train de dire? Elle n'est pas dans son assiette. Probablement juste en train de faire une dépression nerveuse due au stress. Nous sommes tous de la famille. Quoi que ce soit, allons simplement nous installer dans une suite privée pour en parler. Je trouvais cela risible. Il y a juste quelques minutes, elle me traitait comme une maladie. Maintenant, elle prétendait à la hâte que nous étions de la famille. Ma mère se contenta de jeter un regard à Eleanor, les yeux aussi froids qu'un hiver new-yorkais. Elle ne lui répondit pas mais tourna son regard vers moi. Sa voix calme mais pleine d'une protection féroce, « Ma fille, je comprends. Quant à mon gendre, j'ai enfin vu ses vraies couleurs aujourd'hui. » Cette phrase ne contenait aucune insulte. Mais c'était comme une gifle invisible assénée en plein visage à Vance et à toute sa famille. C'était à la fois une affirmation et un arrêt de mort d'entreprise. Ce n'était qu'à cet instant que Vance sembla sortir d'une transe. Il me regarda, ses yeux n'étant plus froids ou dédaigneux, mais emplis d'une terreur absolue. Il se précipita, ignorant les stars de centaines de personnalités de l'élite de Manhattan. Et s'effondra soudain à mes genoux. Les mains qui portaient une Patek Philippe en édition limitée et qui signaient des contrats de milliards de dollars agrippaient maintenant pathétiquement l'ourlet de ma jupe. Sloan, je t'en supplie. Je t'en supplie. Tout n'est qu'un terrible malentendu. Cléo et moi ne sommes rien. Juste des collègues. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Ne fais pas ça, Sloan. Sa voix était étouffée par des sanglots, des larmes perlant dans ses yeux. J'ai regardé l'homme agenouillé à mes pieds. L'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur. Maintenant, je ne ressentais plus que du dégoût monter en moi. Pour qui faisait-il cette comédie? Pour moi ou pour ma mère? La milliardaire tenant entre ses mains le destin de tout son héritage? Pourquoi n'avait-il pas prononcé ces mots lorsqu'il avait présenté cette femme comme son âme sœur? Pourquoi n'avait-il pas pris la parole lorsque sa mère m'avait giflé? Je me suis tranquillement dégagé de ses mains et j'ai reculé d'un pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix aussi froide que le regard de ma mère. Vance? Lève-toi. Tu es un acteur terrible dans cette pièce. Tu devrais garder ces mots pour ton âme sœur. J'ai prononcé le mot « âme sœur » avec insistance, ce qui fit pâlir un peu plus Cléo. Resté figé pendant toute la scène. Je ne voulais pas rester une seconde de plus dans cet endroit suffocant. Je me suis tourné vers ma mère et lui ai fait un léger signe de tête. Ma mère s'est levée, a drapé son châle en cachemire sur ses épaules et est repartie avec moi. Nous avons traversé la foule,
qui s'écarta comme la mer Rouge. En passant devant les regards stupéfaits, curieux et paniqués de la famille de Vance. Je ne me suis pas retourné. Mais je pouvais encore entendre les cris désespérés de Vance et les hurlements frénétiques d'Eleanor. Résonner sur les piliers de marbre. Mais tous ces sons, désormais, n'étaient plus que les échos d'un passé mort. La Maybach glissa à travers la nuit de Manhattan, laissant derrière elle la magnifique façade du Plaza et la comédie tragique inachevée. Les lampadaires défilaient rapidement à travers les vitres teintées, projetant des traînées de lumière et d'ombre sur mon visage. Dehors se trouvait la ville bruyante et animée qui ne dort jamais. Mais à l'intérieur de la voiture, le silence était étrangement profond. Ma mère ne posa aucune question. Elle se contenta de me serrer la main, une main chaude et ferme. C'est cette étreinte même qui fit s'effondrer le mur de force que j'avais essayé de construire. Les larmes commencèrent à couler, non par humiliation, mais parce que j'avais enfin un havre de paix pour me montrer vulnérable. La voiture ne se dirigea pas vers le modeste appartement sans ascenseur d'Astoria, dans le Queens, où j'avais vécu avec Vance pendant les 2 premières années de notre mariage avant qu'il ne fasse fortune. Elle se dirigea vers le Upper East Side et s'arrêta devant une magnifique maison de ville historique, en pierre calcaire cachée derrière des grilles en fer forgé. C'était ma véritable maison, l'endroit où j'avais grandi, où chaque petit coin était rempli de souvenirs. Pendant 3 ans, j'avais volontairement quitté cet endroit, cachant mon identité d'héritière dans une coquille, juste pour chercher un amour que je croyais naïvement intact par l'argent. Dès que j'ai franchi le seuil, le parfum familier des hortensias frais et du cire d'abeille a apaisé mon cœur. Tout était pareil, de l'art contemporain dans le holo doux canapé sectionnel. Seul le cœur humain avait changé. Mère m'a préparé une tasse de thé à la camomille et s'est assise à côté de moi, les yeux pleins de chagrin. Je n'aurais pas dû te laisser faire cette chose stupide. J'ai souri tristement, la chaleur de la porcelaine fine réchauffant mes mains glacées. Je voulais juste un amour qui ne soit pas dû au fait que je suis l'héritière des Vanguard. Je voulais que quelqu'un m'aime simplement pour ce que je suis. C'était la raison pour laquelle j'avais supplié ma mère, il y a 3 ans, de me laisser cacher mon identité, vivant comme une architecte subalterne ordinaire. Et puis j'avais rencontré Vance, un jeune chef de projet talentueux, avec un sourire chaleureux. J'avais cru trouver le véritable amour. J'ai commencé à raconter à ma mère mes 3 années passées à vivre dans cette coquille, dans cet appartement qu'Eleanor dénigrait constamment en le qualifiant de boîte à chaussures. À propos des dîners élaborés que je passais tout l'après-midi à cuisiner, pour ne recevoir que des plaintes passives-agressives lorsqu'ils étaient servis. À propos des fois où Vance rentrait tard de divertir des clients, empestant le bourbon et le parfum pour femmes. Lorsque je demandais des explications, il se contentait de me manipuler psychologiquement, me disant que j'agissais de manière folle concernant les sacs Birkin d'Hermès et les vestes Chanel, que je devais cacher au fond de mon placard de peur que ma belle-mère ne me traite de profiteuse, vidant les comptes de son fils. J'avais vécu comme une bonne non payée, un distributeur automatique ambulant pour les dettes cachées de mon mari, et une ombre silencieuse dans ma propre maison. Je l'avais enduré parce que j'aimais Vance. Et parce que je continuais d'espérer qu'un jour mon dévouement serait reconnu. Je pensais pouvoir utiliser le sacrifice comme monnaie d'échange pour le bonheur. Mais j'avais tort. Plus vous êtes effacé, plus il est facile de vous mépriser. Plus vous endurez, plus les gens franchissent la ligne. Quand ma mère eut fini d'écouter, elle ne pleura pas. Mais une colère rare et terrifiante s'alluma dans ses yeux. Elle me serra dans une étreinte chaleureuse. L'étreinte après laquelle j'avais soupiré pendant ces 3 dernières années. Ma douce fille, tu as assez souffert. À partir de maintenant, personne dans cette ville n'osa plus jamais te rabaisser. Je te le promets. J'ai enfoui ma tête dans son épaule, mes larmes mouillant son chemisier en soie. J'ai pleuré sur ma naïveté. J'ai pleuré sur ces 3 années de mes 20 ans qui avaient été piétinées. Mon innocence avait finalement exigé un prix exorbitant. Le lendemain matin,
je me suis réveillé dans mon lit à baldaquin familier. Le soleil matinal perçait à travers les lourds rideaux. L'espace était inhabituellement calme. Un contraste saisissant avec les sirènes et le bruit de la rue dans le Queens. Pour la première fois en 3 ans, j'avais dormi profondément, sans cauchemar. Sans me réveiller en sursaut à cause des textos exigeants de ma belle-mère ou du téléphone de Vance, qui sonnait au milieu de la nuit. Je pensais que la nuit dernière n'était qu'un cauchemar. Mais le gonflement rouge sur ma joue était toujours là. Un rappel cruel dans le miroir de la coiffeuse. Je suis descendu. Le chef privé de mère avait déjà préparé le petit déjeuner. Juste une simple assiette de gaufres au beurre faite maison et du café frais. Mais c'était incroyablement délicieux. Peut-être parce que cela faisait longtemps que je pouvais manger le petit déjeuner sans me presser. Sans entendre de plaintes acerbes sur mon apport calorique. Pendant que je mangeais, ma mère a tranquillement posé un iPad sur l'îlot en marbre. J'ai jeté un coup d'œil aux titres sur les applications financières. Ils étaient tous identiques. Choc de dernière minute. Vanguard Holdings retire sa prise du méga projet de 400 millions de dollars avec Sterling Apex. Quel avenir pour Sterling Apex après l'échec de l'accord de la décennie? L'action Sterling s'effondre à l'ouverture de la bourse. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Un empire bâti sur l'effet de levier était maintenant au bord de l'effondrement. En une seule nuit, j'ai parcouru mon téléphone. Les forums d'affaires et les fils de discussion Reddit bourdonnaient. Les gens analysaient et spéculaient sur la véritable raison derrière l'annulation du contrat. Certains disaient que les finances de Sterling étaient truquées. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une tentative de OPA hostile par une entreprise rivale. Mais personne ne savait que l'épicentre de ce séisme de Wall Street provenait d'une simple gifle. J'ai ressenti le premier goût doux de la vengeance. Une satisfaction rampante dans mon cœur en pensant au visage de Vance et Eleanor en ce moment. Mais ce sentiment passa rapidement, remplacé par un étrange vide. Regarder les gens déposer le bilan en vertu du chapitre 11 allait-il vraiment me rendre heureuse? L'effondrement financier pouvait-il effacer les cicatrices de 3 années de violence psychologique? Je n'en étais pas sûr. Je savais seulement que les choses ne pouvaient pas s'arrêter là. Il ne s'agissait pas seulement de vendetta personnelle. Il s'agissait de récupérer ma dignité pour les années que j'avais sacrifiées en vain. Mon téléphone commença à sonner sans interruption. C'était Vance, il appelait encore et encore. Quand je ne répondis pas, il passa au message. Un barrage de bulles bleues submergea mon écran. Allant des supplications et des prières au chantage émotionnel. Sloan. Je sais que j'étais un idiot. Pardonne-moi cette fois. C'était entièrement la faute de ma mère. Je n'ai jamais voulu ça. Sais-tu que si nous perdons cet accord avec Vanguard, toute ma famille est ruinée? Es-tu vraiment si vindicative? Si tu ne réponds pas, je viendrai à la maison de ville pour te trouver. J'ai lu chaque ligne, mon cœur totalement imperturbable. Vindicative. Il me traite de vindicative. Alors, quand il paradait avec un mannequin et la présentait comme son âme sœur. Quand sa mère m'a frappé au visage devant l'élite de New York, où leur cruauté était-elle cachée? Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de bloquer son numéro en silence. Une fois le choc initial passé, la logique devait reprendre le dessus. Je savais que je ne pouvais pas mener cette bataille seul. Les représailles ne consistaient pas seulement à mener Sterling Apex à la quête de la faillite. Il y avait des questions juridiques complexes concernant le divorce et le partage équitable des avoirs dans l'État de New York. J'avais besoin d'un requin, d'un avocat plaidant brillant et impitoyable. Ma mère fut d'accord. Elle m'a dit qu'elle m'orienterait vers le cabinet d'avocats en droit des sociétés et en droit de la famille le plus réputé de Manhattan. Le lendemain, suivant l'adresse que ma mère m'avait donnée, j'ai pris l'ascenseur privé pour monter à un cabinet d'avocats situé dans un gratte-ciel élégant. Vers Midtown. Le bureau était aménagé de façon impeccable avec des baies vitrées donnant sur Central Park.
Mais le figuier à feuilles de violon luxuriant dans la salle d'attente lui donnait une sensation d'ancrage. Alors que j'attends. Un homme en costume gris anthracite élégant sortit d'une salle de réunion vitrée. Il était grand. Doté d'une mâchoire carrée et d'yeux brillants derrière des lunettes à monture écailles de tortue. Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis Declan. L'associé principal qui va s'occuper de votre affaire. La cadence familière de sa voix me fit lever les yeux et je fus stupéfaite. Ce visage, cette voix, bien que plus mature et marquée par le temps, je les reconnaissais encore. Declan, es-tu Declan et de notre promotion de premier cycle à Columbia, ai-je lâché. Incapable de cacher ma surprise. L'homme en face de moi se figea également. Il me regarda intensément, puis un sourire chaleureux et authentique illumina son visage. Sloan? C'est vraiment toi. Ça fait une éternité. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on se retrouve dans ces circonstances. Il s'avérait que le prestigieux cabinet d'avocats recommandé par ma mère était cofondé par mon vieux camarade d'université. Le monde des personnalités influentes de Manhattan peut parfois être vraiment petit. Retrouver une vieille connaissance atténua grandement la tension initiale. Declan m'invita dans son bureau d'angle. Nous nous sommes assis et avons discuté, évoquant nos souvenirs de l'époque de Columbia. Je me souvenais encore du Declan du passé, un brillant étudiant boursier, toujours calme et réservé. Mais la seule personne qui s'était levée pour me défendre lorsque j'avais été harcelé par un groupe de type de fraternité arrogant. Après l'obtention de notre diplôme, nous nous étions perdus de vue. Je n'aurais jamais imaginé que le gars intense et studieux d'autrefois deviendrait un avocat plaidant de premier plan. Après avoir pris des nouvelles, nous sommes passés aux choses sérieuses. Je racontais à Declan toute mon histoire. De la réalité de mon mariage de 3 ans au désastre du Plaza la nuit précédente. Declan écouta très attentivement sans un seul mot de jugement. Offrant seulement un regard d'une profonde empathie et un éclair fugace et dangereux de colère. Lorsque je mentionnai la gifle. Quand j'eus fini, il resta silencieux pendant un long moment. Tapotant son stylo main blank sur son bloc-notes juridique avant de prendre la parole. Sa voix était pleine de détermination. Sloan, sois assuré que je vais les démanteler complètement pour toi. Non seulement parce que nous sommes amis, mais parce que j'ai mes propres raisons de vouloir voir Sterling Apex brûler. Ces mots piquèrent ma curiosité. Mais je n'ai pas insisté. Je te fais confiance. La façon dont il me regardait conservait toujours cette attention protectrice spéciale. Tout comme autrefois dans la bibliothèque de l'université. Avoir un allié fiable à mes côtés me fit me sentir beaucoup plus en sécurité. Je savais que cette bataille serait une guerre juridique d'attrition exténuante. Mais je n'étais plus seul. Une alliance était formée, et nous étions prêts pour la phase d'instruction. Quelques jours plus tard, j'ai revu Declan dans son bureau. De l'autre côté de la fenêtre, la skyline de Manhattan était obscurcie par une bruine grise. Mais à l'intérieur de mon cœur, régnait une pause calme et calculatrice. Nous avions déjà nos stratégies initiales pour les demandes de divorce. Garantissant que Vance ne toucherait pas un centime de mon fidéicommis prénuptial de Vanguard. Mais les mots de Declan de l'autre jour selon lesquels il avait une vendetta personnelle contre Sterling continuaient de planer dans mon esprit. Je pressentais que derrière mon affaire se cachait une autre histoire, une blessure plus profonde. Après avoir examiné les données financières, Declan poussa ses lunettes sur son nez. Son regard fixant le vide au-delà des gratte-ciel. Il resta silencieux pendant un long moment, comme s'il pesait ses mots. Sloan, je devrais peut-être te raconter la vraie raison. Traiter avec Sterling n'est pas seulement du travail bénévole pour moi. C'est une dette de sang. Je n'ai pas interrompu, j'ai juste attendu tranquillement. Je savais que cette histoire ne serait pas facile à déterrer. Declan se leva, s'approcha de la fenêtre. Ses mains se serrant inconsciemment en poing dans ses poches. Ce projet de 400 millions de dollars.
Cette communauté éco-luxueuse que Sterling prévoyait de construire dans le nord de l'État. Sais-tu sur quel terrain elle se trouve? J'ai secoué la tête. Pendant mon mariage. J'avais seulement vaguement entendu Vance se vanter qu'il s'agissait d'une parcelle immaculée dans la vallée de l'Hudson, un bien immobilier de premier choix pour les riches résidents du week-end. Mais je n'avais jamais examiné le zonage ou l'acquisition. La voix de Declan baissa, teintée d'un chagrin lointain. C'était autrefois une ferme en activité. Un verger de pommiers. C'est là que mes grands-parents maternels ont vécu toute leur vie. Le terrain n'était pas immense. Juste assez pour une ferme, une grange et des rangées de MC Intosh et de Honeycrisp. Mon enfance? Mes étés étaient liés à cet endroit, à l'odeur du cidre et au matin calme. En écoutant, mon cœur se serra. Une image de vie pastorale paisible émergea, contrastant complètement avec le luxe d'entreprise impitoyable que je venais de traverser. Declan continua, sa mâchoire serrée, il y a 10 ans, le père de Vance, Richard Sterling, est venu les chercher. Il a parlé de développement de comté, de failles juridiques liées à l'expropriation, promettant une juste valeur marchande. Mais ensuite, ils ont utilisé tous les sales coups de type mafieux du livre pour forcer l'estimation à la baisse. Et exercer des pressions. De simples agriculteurs qui ne connaissaient que leur récolte toute leur vie. Comment pouvaient-ils lutter contre l'armée juridique de promoteurs milliardaires? Mes grands-parents et une douzaine d'autres familles locales ont refusé de vendre. Ils ont tenu bon. Parce que c'était une terre générationnelle, le sang, la sueur et les larmes d'un siècle. Mais ensuite, Richard a envoyé des hommes de main privée pour les intimider. Une nuit, la serre de ma grand-mère a été mise en pièces. Un autre jour, le chien de berger fidèle de mon grand-père a été empoisonné. Mon grand-père était tellement frustré, tellement submergé par les frais juridiques et le harcèlement qu'il a subi un accident vasculaire cérébral massif. Finalement, pour payer la dette médicale afin de le maintenir en vie, ma grand-mère a dû avaler la pilule amère et signer l'acte de cession à une société écran de Sterling pour une bouchée de pain. Declan se retourna pour me regarder, la douleur non dissimulée gravée dans ses traits accentués. Mon grand-père n'a pas survécu. Avant de mourir dans ce lit d'hôpital, il a serré ma main fermement, me répétant sans cesse d'étudier le droit pour qu'un jour je puisse exiger justice pour les gens que le système oublie. Cette dette n'est pas une question d'équité. Sloan. C'est un traumatisme générationnel. La colère refoulée de gens honnêtes écrasés par la cupidité des entreprises. L'histoire de Declan m'a traversé comme un vent arctique, alimentant les flammes du ressentiment en moi. Mais cela a également rendu mon esprit plus clair et plus aiguisé que jamais. Je réalisais que pour vaincre un syndicat rusé comme Richard et Vance Sterling, nous ne pouvions pas nous contenter de compter sur le tribunal de la famille et les relations publiques. Nous avions besoin de preuves tangibles de raquettes et de garder une longueur d'avance sur leur homme de main. Me concentrer intensément sur cette tâche m'a aidé à oublier temporairement ma trahison personnelle, transformant mon chagrin en un avantage tactique. Declan et moi nous sommes assis pour rédiger un plan médico-légal. La bataille serait menée sur 2 fronts, moi, avec l'avantage d'avoir vécu dans leur maison pendant 3 ans, serait chargé de fournir des miettes internes, Declan, avec son pouvoir d'assignation et ses ressources d'investigation, rassemblerait les preuves irréfutables. J'ai commencé à fouiller dans mes souvenirs, essayant de rassembler des morceaux fragmentés auxquels je n'avais jamais prêté attention tout temps, jouant le rôle de la belle femme au foyer. Je me suis remémoré les appels téléphoniques nocturnes de mon beau-père sur un téléphone jetable. Il sortait toujours sur la terrasse pour parler à voix basse. Mais j'avais tout de même surpris quelques noms répétés sans cesse. Je me suis souvenu des fois où Vance était rentré tard du réseautage, laissant négligemment des reçus froissés de parties de poker clandestines et de clubs exclusifs pour messieurs dans les poches de ses costumes.
Je me suis souvenu qu'Eleanor se vantait nonchalamment de ses cadeaux offerts à certains fonctionnaires du comité d'urbanisme de la ville. Plus remarquable encore, je me suis souvenu d'un personnage du nom de Silas. Un homme intimidant que mon beau-père rencontrait occasionnellement en privé dans un salon de cigares isolé à Tribeca. Chaque fois qu'il revenait d'une rencontre avec Silas, Richard paraissait extrêmement paranoïaque. J'ai écrit tous ces noms, adresses et habitudes apparemment inoffensives sur un bloc-notes juridique. 3 années passées à être traité comme un meuble m'avaient ironiquement conféré une perspective de surveillance que personne d'autre n'avait. Ces fragments d'informations pourraient bien être les clés permettant de déverrouiller les violations de la loi RICO par Sterling Apex. Pendant ce temps, Declan entreprenait une tâche encore plus exténuante. Il cherchait à renouer avec les familles de la vallée de l'Hudson qui avaient perdu leur terre-île. Il y a 10 ans. Ce n'était pas facile. 10 ans, c'est une vie. Beaucoup avaient déménagé hors de l'État, s'étaient éparpillés partout. Les quelques personnes qui étaient restées portaient une peur invisible et paralysante. Elles avaient été écrasées par l'argent et les muscles par le passé. Si bien qu'elles n'osaient plus croire que le système fonctionnait. Certains lui raccrochaient au nez. Certains claquaient leur moustiquaire au nez dès qu'ils entendaient le nom Sterling. Mais Declan ne s'est pas laissé décourager. Il a patiemment rendu visite à chaque foyer, non pas dans ses costumes Tom Ford sur mesure, mais en jean et veste. En tant que petit-fils dont la famille avait également été détruite. Il a partagé l'histoire de ses grands-parents. Il a partagé leur douleur autour d'un café de dîner. Graduellement, le mur de glace de la peur et de la méfiance commença à fondre. Quelques personnes commencèrent à exhumer de vieux registres fiscaux. Les rapports environnementaux falsifiés que Sterling avait utilisés. Chaque jour qui passait, nous gagnions un peu plus de levier, un peu plus de pistes papier. Le bureau de Declan se remplit lentement de plans cadastraux, de dossiers de sociétés écrans et de ficelles rouges. Alors que nous approfondissions l'enquête, le clan Sterling commença à préparer ses contre-attaques. Ils ne pouvaient pas rester les bras croisés à regarder leur cours de bourse s'effondrer et leur secret faire l'objet d'investigations. Mais je ne m'attendais pas à ce que leurs représailles soient aussi physiques et audacieuses. Un soir, après avoir quitté le cabinet de Declan, j'ai conduit mon Range Rover pour rentrer chez moi. Je me suis garé dans le garage souterrain privé de la maison de ville. L'espace était silencieux, troublé seulement par le bourdonnement de la ventilation et le bruit de mes pas en écho. Alors que je verrouillais la voiture et me tournais vers l'ascenseur privé, une silhouette lourde sortit de derrière un pylône en béton, bloquant mon chemin. J'ai sursauté, reculant par réflexe. Sous les lumières fluorescentes du garage, j'ai reconnu l'homme. C'était Silas, l'homme de main que j'avais aperçu dans le salon de cigares. L'homme de main attitré de Richard pour faire disparaître les problèmes. Il n'était pas exceptionnellement grand, mais il était bâti comme un parpaing. Son visage portant une cicatrice déchiquetée le long de sa mâchoire, son regard mort et froid. « Bonsoir, Madame Sterling. » Ou devrais-je dire Mademoiselle Kensington? Vous avez l'air différente sans le tablier. Sa voix était un raclement rauque, porteur d'une menace non dissimulée. J'ai essayé de rester calme, serrant fort mon sac Birkin. Mon pouce survolant le bouton d'urgence de mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Silas? Il ricana, un sourire dépourvu de toute chaleur. Il s'approcha un peu plus. La forte puanteur d'eau de Cologne bon marché et de tabac rassis émanant de lui, me donnant mal au cœur. Je voulais juste passer voir la belle-fille arrangée du patron. J'ai entendu dire que vous aviez été très occupé ces derniers temps, à rencontrer de grands avocats, à fouiller dans les registres publics dans le nord de l'État. Pourquoi vous donnez tout ce mal? Sloan? Je vous dis cela par courtoisie. Certaines tombes ne devraient pas être déterrées. Laissez-le passer là où il est. Les poissons ne peuvent pas survivre dans des eaux toxiques. Vous êtes jeune, riche. Vous avez toute une vie de shopping devant vous.
Ne vous rendez pas les choses difficiles pour une bande de péquenots crottés. Chaque mot qu'il prononçait était une menace voilée. Il ne haussait pas le ton, mais son calme glacial n'en rendait la situation que plus terrifiante. Je savais qu'il ne faisait pas de vaines promesses. Dans les bas-fonds de l'immobilier new-yorkais, un homme comme lui faisait s'évanouir les gens. Mais la pointe de peur glaciale fut éphémère. Rapidement remplacée par une résolution encore plus forte. S'ils devaient recourir à l'envoi de leur dog. Cela prouvait que Declan et moi étions sur la bonne voie. Nous avions touché une artère. J'ai pris une profonde inspiration, forçant ma voix à rester ferme. Merci pour ce conseil non sollicité, mais je sais exactement ce que je fais. Maintenant. Poussez-vous avant que je n'appelle mon service de sécurité. Un éclair de colère brute jaillit dans ses yeux morts. Il me fixa pendant quelques secondes angoissantes, puis ricana en reculant. À votre guise. Il paraît que vous vous êtes trouvé une colonne vertébrale. Mais souvenez-vous. Les maisons en verre se brisent facilement. Espérons que vous soyez assez intelligente pour savoir. Quand vous retirez. Sur ce, il se fondit à nouveau dans les ombres en direction de la sortie. Je marchais d'un pas vif vers l'ascenseur, ma main tremblant alors que j'appuyais sur le bouton. Je ne me suis pas retourné. Mais je sentais son regard sur moi jusqu'à ce que les portes se referment. La menace de Silas n'était pas en l'air. Je le savais, mais je n'aurais pas pu prédire qu'il frapperait si vite et si mortellement. Quelques jours plus tard, en fin de soirée. Je dus traverser le pont RFK pour rencontrer un vieux greffier municipal que Declan avait finalement retrouvé dans le Queens. Dans l'après-midi, un violent nor'easter s'était abattu, déversant des trompes d'eau et rendant l'asphalte incroyablement glissant. Le trafic sur le pont était dense, avançant prudemment. Alors que mon SUV descendait la courbe du pont, j'ai légèrement effleuré les freins pour garder mes distances avec un semi-remorque qui me précédait. Mais quelque chose d'horrifique se produisit. Ma pédale de frein s'enfonça complètement dans le plancher sans la moindre once de résistance. Mon cœur bondit dans ma gorge. Les freins étaient morts. Sans aucune puissance de freinage, mon lourd SUV commença à s'élancer vers l'avant dans la descente, prenant de la vitesse. Une panique aveugle s'empara de mon esprit pendant une fraction de seconde. Immédiatement, je me suis forcé à me rappeler les cours de conduite défensive que mon père m'avait obligé à suivre. J'ai retiré mon pied de l'accélérateur, tiré le frein à main électronique et enclenché une vitesse inférieure sur la transmission, priant pour que le frein moteur ralentisse le mastodonte de métal. La voiture fit une violente embardée. Le crissement des pneus sur la chaussée mouillée assourdissant sous la pluie. Tout se déroula au ralenti. J'ai aperçu le pare-choc en acier du semi-remorque qui se rapprochait de plus en plus. J'ai violemment braqué le volant vers la voie adjacente, faisant de l'aquaplanage et frôlant de peu un taxi jaune. Des klaxons retentirent autour de moi. D'autres conducteurs me fixèrent avec horreur. J'ai simplement serré les dents, serrant à sans blanchir les jointures le volant en cuir, luttant désespérément pour contrôler 2 tonnes de métal lancées. Finalement, après un frottement fracassant contre la barrière de sécurité en béton, ma voiture s'immobilisa, les airbags se déployant avec une explosion violente, me coupant le souffle et me laissant étourdi. Je suis resté immobile sur le siège du conducteur, les oreilles bourdonnant, le cœur battant si fort que je crus mes côtes prêtes à craquer. L'odeur âcre de caoutchouc brûlé et l'odeur de poudre à canon des airbags remplissaient l'habitacle. Dehors, le trafic s'était engorgé. La lueur rouge des feux arrière illuminant la pluie battante. Tremblant violemment, j'ai forcé la porte à s'ouvrir et je suis sorti en trébuchant dans l'averse, en regardant l'aile avant écrasée et les longues traces de pneus noirs sur le pont. La réalité de la mort me frappa, une fraction de seconde plus lente. Et j'aurais été écrasé sous le poids du poids lourd ou projeté dans l'East River. Le choc s'évanouit immédiatement, remplacé par une rage glaciale, bouillante et meurtrière. Je n'ai pas appelé d'ambulance.
J'ai appelé Declan, puis j'ai appelé le NIP. Lorsque la police et un mécanicien légiste arrivèrent sur les lieux. L'inspection préliminaire sous les projecteurs confirma mes pires soupçons. Mes câbles de frein avaient été sectionnés, une coupe nette et délibérée avec une pince coupante. Ce n'était pas une panne mécanique. C'était une tentative d'homicide. Assise sous la pluie glacée, regardant le plateau de dépannage emmener ma voiture détruite. Mon cœur se transforma en silex. La voix de Silas résonna dans ma tête, les maisons en verre se brisent facilement. Il ne voulait pas seulement m'intimider. Il voulait que je finisse dans un sac mortuaire. Il voulait réduire au silence l'héritière des vanguards et les procédures de divorce pour de bon. La dernière barrière morale avait été anéantie. Toute hésitation persistante. Toute petite pensée pathétique d'un règlement à l'amiable qui subsistait en moi s'évanouit. Cette guerre allait désormais s'achever dans l'annihilation totale. L'accident sur le pont RFK servit de catalyseur brutal. Il ne me brisa pas. Au lieu de cela, il forgea ma volonté et celle de Declan dans le titane. L'incident généra également une énorme pression. Le NIP ouvrit officiellement une enquête criminelle pour tentative de meurtre et sabotage de véhicule. Bien que nous sussions que relier cela directement à Richard Sterling serait incroyablement difficile. La pression policière força la famille Sterling à se terrer dans ses bunkers. Nous savions que notre fenêtre de tir se refermait. Nous devions accélérer notre offensive avant que Silas ne commette un autre coup mortel. La chance nous sourit enfin, non pas grâce aux détectives, mais grâce aux recherches implacables de Declan dans les bas-fonds. Après des jours passés sous adrénaline pure et expresso, Declan se rendit à ma maison de ville munie d'une clé USB. Il m'a raconté que, par le biais d'un détective privé qu'il avait engagé, il avait obtenu des images de caméras de surveillance provenant d'un immeuble de copropriété de luxe situé en face de l'entrée de mon garage. La caméra était inclinée pour filmer le trottoir. Mais elle avait capturé une mince tranche de l'allée menant à ma structure de stationnement privé. Nous étions assis dans mon bureau, les yeux rivés sur son écran de MacBook. Il repassa en boucle les images de la nuit précédant mon accident. L'image était granuleuse à cause de la pluie et de la faible luminosité. Mais après l'avoir fixée une douzaine de fois, nous avons repéré le fantôme. À exactement 3h15 du matin. Un homme en sweat à capuche sombre s'approcha furtivement de la grille du garage. Contourna la serrure électronique à l'aide d'un cloneur et se glissa à l'intérieur. 10 minutes plus tard, il ressortait. Nous ne pouvions pas voir clairement son visage. Mais sa carrure lourde et sa démarche distincte étaient indéniables. Declan utilisa un logiciel d'amélioration pour nettoyer une seule image. Lorsque l'homme leva la main pour baisser sa capuche, un minuscule détail émergea sous la lueur d'un lampadaire. Sur le poignet épais de l'homme se trouvait un tatouage grossier représentant un scorpion. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'épine dorsale. Je me suis souvenu de cette nuit dans le garage où Silas s'était appuyé contre le pilier. Sa manche de costume était remontée et j'avais aperçu cet exact même scorpion. Mais Declan ne s'arrêta pas là. Il s'appuya sur ses contacts en droit pénal. Au matin, il avait un nom. L'homme de la vidéo n'était pas Silas lui-même, mais un homme de main bien connu nommé Jax. Un criminel violent qui faisait le sale boulot pratique pour l'équipe de Silas. Jax venait d'obtenir sa libération conditionnelle et figurait officiellement sur la liste de paix d'une société de conseil en sécurité appartenant à Sterling Apex. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec un déclic satisfaisant. Détenant cette preuve numérique bien que peut-être insuffisante pour qu'un procureur inculpe immédiatement un milliardaire, je ressentis une vague de soulagement prédateur. Nous tenions la preuve irréfutable. J'ai regardé Declan, dont la cravate était nouée lâchement et qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. Ressentant un profond sentiment de gratitude. Merci, Declan. S'il n'y avait pas eu toi. Declan se contenta de sourire, se frottant les yeux fatigués. Son expression incroyablement douce lorsqu'il me regarda. Entre nous, Sloan, il n'y a pas de compte à rendre.
Ce que je fais pour toi. Je le fais pour accomplir le dernier vœu de mon grand-père. Nous sommes dans le même bateau. L'intensité dans ses yeux fit retenir mon souffle un instant. Au milieu de la tempête de tentatives d'assassinat et d'espionnage industriel. Sa présence inébranlable était une ancre m'empêchant de dériver vers la folie. Nous savions que la fin de partie approchait, les dos tournés l'un à l'autre. Nous ne tomberions pas. Pendant que nous construisions méticuleusement un dossier fédéral. Le camp Sterling implosait de l'intérieur. Ce jeu d'échecs aux enjeux élevés ne concernait pas seulement moi, De Clan et les Sterling. Il y avait d'autres pions et des parasites prêts à se retourner contre leurs hôtes pour survivre. Cléo, le mannequin que Vance avait exhibé comme son âme sœur, était l'un de ces parasites. Elle voyait l'action de Sterling Apex chuter à des niveaux de penny stock. Possédant un instinct de prédateur, elle savait que le navire coulait. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. La voix féminine à l'autre bout était mielleuse mais teintée de désespoir. « Salut Sloan, c'est Cléo. Il faut vraiment qu'on se parle. » J'ai levé un sourcil. Totalement indifférente. J'ai accepté de la rencontrer. Nous nous sommes rencontrés dans un speakeasy exclusif et faiblement éclairé à Tribeca pendant les heures creuses. Cléo arriva portant des lunettes de soleil Céline surdimensionnées et un trench coat. Ayant l'air paranoïaque, elle se glissa dans la banquette en cuir et ne tourna pas autour du pot. « Sloan, je sais que tu es là pour le sang. Et j'ai quelque chose qui va te livrer la tête de Vance sur un plateau d'argent. » Sur ce, elle posa son iPhone sur la table et appuya sur lecture d'un mémo vocal. La voix de Vance résonna, l'audio légèrement étouffé, mais indéniablement le sien. Et les mots étaient absolument infâmes. « Détends-toi. Cléo. Sloan n'y voit que du feu. C'est une gamine de fidéicommis qui veut juste jouer à la poupée. Une fois que l'accord avec Vanguard sera conclu et que j'aurai sécurisé les 400 millions. Mon père et moi allons restructurer les actifs en offshore. Je vais la prendre de court avec des papiers de divorce et elle ne verra pas un centime de pension alimentaire. Ensuite, nous prendrons le yacht pour Saint-Barth, juste toi et moi. » S'ensuivit le gloussement soufflé de Cléo et les promesses dégoûtantes de Vance. Je suis resté assise là à siroter mon eau gazeuse, mon expression totalement neutre. Même si je ne ressentais absolument aucun amour pour cet homme désormais. Entendre la malice préméditée, la pure sociopathie de son plan me glaça le sang. Pendant 3 ans, j'avais été marié à un requin souriant. Cléo arrêta l'enregistrement et me regarda, s'attendant à ce que je m'effondre. Bon, avec ça. Tu détruis complètement sa réputation au tribunal des divorces. Le juge te donnera tout ce que tu veux. Je suis restée silencieuse, faisant tourner la tranche de citron vert dans mon verre. Attendant la facture. Elle se pencha en avant, une lueur avide dans les yeux. Je t'envoie ce fichier par airdrop tout de suite. Mais je veux 5 millions de dollars une goutte d'eau dans l'océan pour l'héritière des Vanguard, n'est-ce pas? J'ai regardé droit dans son visage lourdement maquillé, mon regard d'un calme troublant. Je ressentais du dégoût. Du dégoût pour l'homme qui avait prononcé ces mots. Et un dégoût égal pour l'opportuniste assise en face de moi. Essayant d'extorquer de l'argent à une femme que son petit ami avait maltraitée. Ils se méritaient vraiment l'un l'autre. Je réalisais que je préférerais brûler mon argent plutôt que de donner un sou à quelqu'un comme Cléo. J'ai poussé un petit rire étouffé, un son sincèrement amusé qui balaya l'arrogance de son visage. Cléo, j'apprécie l'effort, mais je n'ai pas besoin de ton enregistrement. Sa mâchoire se serra. Tu es folle? Il allait te laisser sans rien. Je me suis levé, ajustant les revers de mon blazer. Et maintenant? Il n'a plus rien. Je te suggère de garder cet enregistrement. Qui sait? Peut-être que TMZ te donnera 50 balles pour ça quand il sera inculpé. Sur ce, j'ai posé un billet de 100 $ sur la table pour l'eau et je suis sorti. Laissant Cléo assise seule dans la pénombre, l'air paniqué.
Je savais qu'une narcissique comme Cléo ne supporterait pas une perte en silence. Et je comptais sur son manque de contrôle des impulsions. Le lendemain, par le biais de quelques appels soigneusement passés à des journalistes amicaux de Bloomberg et du Wall Street Journal, j'ai fait fuiter des rumeurs confirmées selon lesquelles la SEC s'intéressait de près au compte offshore de Sterling Apex. Les banques exigeaient le remboursement de leurs prêts. Les comptes de la famille Sterling étaient à quelques jours d'être gelés. La panique dans le secteur financier était absolue. Comme je l'avais prédit, Cléo craqua la première. Son fantasme d'un paiement de 5 millions de dollars de ma part était mort. Et son « sugar daddy » était sur le point d'être inculpé au niveau fédéral. Pour une femme dont toute la marque reposait sur la proximité avec la richesse. Être associée à un PDG ruiné et disgracié relevait du suicide social. Elle décida que si elle ne pouvait pas obtenir d'argent, elle obtiendrait de la notoriété. Cléo ne vendit pas l'enregistrement à un tabloïd. À la place, elle publia l'audio brut directement à ses millions de followers sur Instagram et TikTok. Accompagnée d'une vidéo larmoyante en plusieurs parties affirmant que Vance l'avait manipulée. Émotionnellement, avait menti sur son mariage et l'avait piégé dans une dynamique toxique. Elle utilisa le jargon de la thérapie pour se peindre en ultime victime d'un milliardaire narcissique. Les publications devinrent virales au-delà de toute imagination. Internet, déjà en train de saliver sur la chute du clan Vanguard Sterling, traita cela comme le Super Bowl du drame. L'enregistrement de Vance se vantant de cacher des actifs et de larguer sa femme devint la tendance mondiale. L'image du jeune PDG brillant et philanthrope s'était effondrée en poussière. Il fut universellement qualifié de sociopathe, d'escroc et de l'homme le plus détesté d'Internet. Je suis assise dans ma bibliothèque à lire les commentaires vicieux et les mêmes concernant Vance. Sur mon iPad. Je ne ressentais aucune vindicte, seulement un sens sec de l'ironie, je stupide, pris stupide. Je n'avais même pas eu à me salir les mains avec l'audio. Les rats s'étaient entretués. Eleanor, qui avait passé sa vie obsédée par son statut social, était désormais la mère d'un paria. Je me suis contenté de m'asseoir près du feu en sirotant du vin, regardant leur exécution numérique. Un soir, lors d'une violente averse à New York, j'étais en train de lire des mémoires de deux clans lorsque le responsable de la sécurité m'interpella. Par l'intercom. Vance avait réussi à contourner le portail de la rue et se tenait à l'extérieur de ma porte d'entrée. J'ai dit à la sécurité de patienter. Je voulais le regarder dans les yeux une dernière fois pour voir s'il restait une once d'humanité en lui. Je me suis tenu dans le grand hall d'entrée, ouvrant la lourde porte en chêne juste assez pour regarder à travers la grille de sécurité en fer forgé. Vance se tenait sur le perron, complètement exposé à la pluie glacée. Son costume sur mesure était trempé, se collant à son ossature émaciée. La démarche arrogante avait totalement disparu, remplacée par le désespoir fébrile d'un animal acculé. En me voyant, il agrippa les barreaux de fer, son visage pâle, les yeux injectés de sang. « Sloan, s'il te plaît, dis à tes gars de me laisser entrer. Juste 5 minutes, je t'en supplie. » Sa voix craqua, à peine audible au-dessus de la pluie frappant le trottoir. Je n'ai pas appuyé sur le bouton de l'interphone. Je me tenais en sécurité à l'intérieur du foyer chaud, le regardant comme une pièce d'exposition dans un musée des échecs. Mes avocats t'ont dit de diriger toute communication vers eux. Vance? Nous n'avons rien à dire. Si. Il hocha la tête frénétiquement, de l'eau ruisselant sur son visage, masquant les larmes qu'il essayait d'extorquer. Sloan? Je suis tellement désolé. Je suis une merde. J'ai perdu la tête. L'enregistrement. C'était juste la discussion de vestiaire pour faire taire Cléo. Je te jure que je t'ai toujours aimé. J'ai réellement ri. C'était un son dur et amer. Tu m'as aimé? Tu as prouvé ton amour en laissant ta mère me frapper en public?
En paradant avec une maîtresse? En complotant pour cacher tes avoirs en offshore afin que je me retrouve sans le sou? Il agrippa les barreaux plus fort, ses jointures blanches. C'était la pression, Sloan. Tu ne sais pas ce que c'est. Mon père, le conseil d'administration. La dette. Il s'attendait à ce que je sois un tueur impitoyable dans la salle du conseil. Je devais projeter du pouvoir. Et Cléo n'était qu'une distraction face au stress. Ça ne signifiait rien. J'ai écouté son monologue pathétique. Une véritable masterclass en matière de manipulation psychologique et de report de la faute. Il n'avait pas changé. Il regrettait simplement d'avoir été pris. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix tranchant la pluie comme du verre. Tu as terminé. Vance? Parce que la partie la plus triste de tout cela n'est ni la tricherie ni le vol. C'est que, même maintenant, en train de grelotter sur mon Porsche, tu es toujours un lâche. Tu blâmes ton père. Le conseil, le stress. Un vrai homme assume sa trahison. Si tu m'avais aimé, tu m'aurais défendu. Si tu m'avais respecté, tu n'aurais pas comploté pour me voler. Garde tes larmes pour le juge fédéral. J'ai tendu la main et j'ai fermé d'un coup sec la lourde porte en chêne, verrouillant le loquet. Je ne me suis pas retourné pour le voir se tenir sous la pluie. Le chapitre clos était refermé. Je pensais qu'après l'enregistrement divulgué et sa démonstration pathétique sur mon seuil de porte, les Sterling engageraient enfin des relations publiques de crise et se feraient discrets. J'avais sous-estimé le narcissisme totalement dément d'Eleanor Sterling. Pour elle, la perception publique et l'évitement de la prison valaient tous les mensonges. Son ultime manœuvre désespérée était si sociopathe que je n'aurais pu l'anticiper. Elle a instrumentalisé la seule chose que la société considère comme sacrée. Un matin, mon téléphone sonna, c'était un appel d'une lointaine tante du Connecticut. Sa voix était essoufflée d'excitation scandalisée, « Sloan, ma chérie. Pourquoi ne m'as-tu pas annoncé la bonne nouvelle? Gérer un divorce est une chose. Mais cacher une grossesse. » Je me suis figé, ma tasse de café s'arrêtant à mi-chemin de ma bouche. Tante. De quoi diable parles-tu? Eleanor. Eleanor Sterling vient de faire une interview exclusive avec Page 6. Elle leur a montré les photos d'échographie. Elle a dit que tu es enceinte de 10 semaines du bébé de Vance et qu'elle te supplie de penser à l'enfant et d'arrêter ce divorce hostile. La pièce se mit à tourner. J'ai raccroché le téléphone, une vague de nausée profonde me submergeant. Ils utilisaient un fœtus fictif non avéré pour manipuler la sympathie du public et me piéger dans le mariage. Eleanor essayait de me peindre en femme vindicative, hormonalement déséquilibrée. Prête à détruire le père de son bébé et ses grands-parents par pure rancune. J'ai immédiatement appelé de clan. Ils lisaient déjà l'article. En quelques heures, ces détectives privés ont retrouvé la source de la fuite, Eleanor. En utilisant son carnet de chèques bien garni, avait corrompu un médecin conseil d'une clinique UP de l'Upper East Side. Ensemble, ils avaient falsifié un dossier médical étanche, analyse de sang positive. Taux d'HCG élevé et image d'échographie volée étiquetée à mon nom montrant un fœtus de 10 semaines. En regardant les copies numériques que Declan s'était procurées, j'ai ressenti une rage si pure qu'elle en brûlait d'un blanc ardent. Cette femme qui m'avait physiquement agressé jouait maintenant les grands-mères en pleurs dans les médias nationaux pour sauver son fils de la prison. La cour de l'opinion publique est versatile et vicieuse. Une fois que Page 6 eut publié l'exclusivité, le narratif bascula violemment. Eleanor apparut dans des émissions matinales, s'épongeant les yeux secs avec un mouchoir, me suppliant de rentrer à la maison pour le bien de son petit enfant. Elle affirmait que toute l'affaire Vanguard n'était qu'un horrible malentendu amplifié par mes hormones de grossesse. En ligne. Les trolls tournèrent leur vitriol vers moi. Waouh, elle est enceinte et essaie toujours de mener son « baby daddy » à la quête de la faillite. Psychopathe.
Ce n'est qu'une héritière gâtée qui utilise les tribunaux pour le punir. Pense au gamin. Sale égoïste. La pression était suffocante. Les paparazzi campaient devant ma maison de ville, mais je n'ai pas craqué. Plus le mensonge est gros, plus la chute est dure. Eleanor voulait briser mon esprit, mais elle venait de me tendre la corde pour la pendre avec. Je n'ai pas publié de démenti frénétique sur Twitter. Dans une guerre médiatique, les mots sont inutiles face à des preuves médicales. Il faut larguer une bombe atomique de vérité. Je me suis assise dans le bureau privé de ma mère. Margot Kensington me regardait, totalement indifférente au cirque médiatique. Laisse-les creuser le trou un peu plus profondément, Sloan. Ensuite, nous les enterrerons. La conférence de presse fut organisée dans l'auditorium d'entreprise de Vanguard Holdings à Manhattan. La pièce était comble, pleine à craquer de journalistes. De reporters financiers et de caméras de paparazzi clignotant comme des stroboscopes. Ils s'attendaient tous à une dépression nerveuse larmoyante. À une confrontation désordonnée de style télé-réalité concernant la grossesse. Je suis monté sur l'estrade, encadré par ma mère et deux clans. Je portais un tailleur pantalon en soie ivoire Tom Ford au tranchant rasoir, mes cheveux lisses. Ma posture impeccablement droite. Je ne ressemblais en rien à une femme au foyer enceinte et en détresse. La pièce devint silencieuse de mort lorsque j'ai ajusté le microphone. J'ai regardé directement dans les objectifs des caméras des chaînes de télévision. Mesdames et messieurs de la presse. Avant d'aborder les tabloïds fabriqués concernant ma vie personnelle, Vanguard Holdings a une annonce d'entreprise majeure à faire. J'ai appuyé sur un déclencheur et l'écran géant derrière moi s'illumina avec des rendus architecturaux. Vanguard Holdings s'engage à verser 50 millions de dollars pour développer une initiative globale de logements abordables et de centres communautaires. Et plus particulièrement, ce projet sera construit dans la vallée de l'Hudson sur la superficie exacte que Sterling Apex a. Il également tenté de s'accaparer pour un complexe de luxe. Nous rendons la terre à la communauté. Construisant des logements durables pour les familles de la classe ouvrière qui ont été déplacées par la cupidité des entreprises. La pièce explosa. Les journalistes financiers s'empressèrent de taper. J'étais en train de castrer publiquement l'héritage de Sterling et de transformer leur terre volée en un monument de philanthropie. J'ai levé une main, faisant taire la salle. Maintenant, concernant les rumeurs qui ont dominé le cycle d'actualité. Les affirmations faites par Eleanor Sterling selon lesquelles je serais enceinte. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir angoissant. Points sont catégoriquement, de manière prouvable et pathologiquement fausse. Un murmure de stupeur se propagea dans le corps de la presse. Mais l'échographie. Les dossiers du médecin? Cria un reporter depuis le premier rang. Je n'ai pas répondu. J'ai fait un pas en arrière et j'ai laissé deux clans prendre le perchoir. Il ne souriait pas. Il appuya sur un bouton et un fichier audio résonna à travers le système de sonorisation Surround 2. L'auditorium. Écoutez-moi, docteur. La voix hautaine et indéniable d'Eleanor résonna dans la pièce. Je me fiche de la façon dont vous truquez l'échographie. Mettez simplement son nom dessus et faites en sorte que cela paraisse à 10 semaines. Le virement bancaire d'1 demi-million de dollars sera sur votre compte au Caïman avant midi. Puis la voix nerveuse du médecin, Madame Sterling. C'est de la fraude médicale. Je pourrais perdre ma licence. Si vous ne le faites pas, vous perdrez beaucoup plus que votre licence, aboya Eleanor. Une fois que les médias lanceront l'info, Sloan n'osera pas divorcer de Vance. Le tollé général la forcera à abandonner les poursuites. Imprimez juste cette putain de photo. L'audio se coupa. Le silence dans l'auditorium fut d'un choc absolu et assourdissant. La vérité était nue, hideuse et indéniable. Les visages des journalistes passèrent de l'avidité des colporteurs de ragots à des enquêteurs furieux.
Il réalisait qu'ils avaient été joués comme des pions dans un complot de fraude criminelle. Mais Declan n'avait pas fini. Les actions d'Eleanor Sterling constituent une fraude criminelle. Une extorsion et une diffamation, déclara Declan, sa voix portant haut. Le procureur de district de Manhattan a déjà reçu ses preuves. Mais la corruption de Sterling Apex va bien au-delà des tabloïds. Declan fit un geste vers les coulisses et un groupe de personnes monta sur l'estrade. Ils étaient plus âgés, vêtus de vêtements simples et usés. Paraissant déplacés sous les lumières crues, mais portant une dignité profonde. C'étaient les agriculteurs et résidents de la vallée de l'Hudson, les voisins de Declan que Richard Sterling avait détruit il y a 10 ans. Un homme âgé s'appuyant sur une canne prit le micro. Sa voix tremblait, mais sa colère était claire. Il décrivit la campagne de terreur, les chiens empoisonnés, les serres détruites. Les évaluations frauduleuses et le harcèlement juridique qui les avaient expulsés de leur terre ancestrale. Il parla de son voisin décédé d'un AVC suite au stress. Il y eut des hoquets audibles dans la presse. Certains reporters cessèrent de prendre des photos, véritablement émus. Ce n'était plus un scandale de la haute société de Manhattan. C'était un acte d'accusation dévastateur d'un abus systémique. Je me suis avancé, passant un bras autour du vieil homme. Je me tiens ici aujourd'hui non pas comme la victime d'un mauvais mariage, mais comme une avocate des véritables victimes. La nouvelle initiative de logement de Vanguardet. La première étape pour restituer ce que les Sterling ont volé. Merci. Le contre-coup fut apocalyptique. Ce qui s'est passé dans cet auditorium déclencha une réaction en chaîne qui pulvérisa la famille Sterling. À 18h ce soir-là, le FBI et le NIP exécutèrent des descentes coordonnées. Je l'ai regardé en direct sur CNN depuis le confort de mon salon. Des agents fédéraux envahirent le siège social de Sterling Apex à Midtown, emportant des cartons de disques durs. Richard Sterling, le titan intouchable de l'immobilier, fut conduit manu militari hors de son pantouse de Park Avenue menottes au poignet. Paraissant frêle et terrifié. Eleanor fut arrêtée dans un spa de luxe dans les Hamptons, hurlant sur les agents d'arrestation alors qu'ils la poussaient à l'arrière d'une voiture banalisée. Sa coiffure parfaitement mise en pli ruinée. Vance fut appréhendé par des maréchaux fédéraux alors qu'il tentait de monter à bord d'un jet privé. À l'aéroport de Teterboro. Il ne se battit pas, les images le montraient fixant d'un regard vide le tarmac. Un homme brisé qui réalisait enfin que l'argent de son papa ne pouvait pas lui acheter une issue. Face à une inculpation fédérale. Les charges retenues étaient ahurissantes, violation de la loi RICO, fraude électronique, fraude médicale, extorsion et complot. Sterling Apex déposa le bilan en vertu du chapitre 11 dès le lendemain matin. Dans les semaines qui suivirent, ma vie s'installa dans une paix étrange et calme. La tempête médiatique passa au scandale suivant. Je passais mes journées à lire, à travailler sur les conceptions architecturales de la vallée de l'Hudson et à faire de longues promenades à travers Central Park. J'apprenais à respirer à nouveau. Un dimanche après-midi pluvieux, alors que je triais des boîtes provenant de ma chambre d'enfance, j'ai ouvert un vieux coffre en cèdre. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs de mon défunt père, Arthur. Il avait été un ingénieur en structure brillant qui était mort dans un tragique effondrement d'échafaudage sur un chantier de construction lorsque j'avais 15 ans. Le rapport officiel avait qualifié cela d'accident bizarre. Ma mère avait été dévastée, et j'avais enfoui le chagrin au plus profond de ma psyché. J'ai sorti un Polaroid fané de mon père me tenant sur ses épaules lors d'un match des Mets. Alors que je fixais son visage souriant, un souvenir discordant et terrifiant fit surface. Je me suis souvenu des semaines précédant sa mort. Il avait été agité, faisant les 100 pas dans la maison, argumentant au téléphone à propos de la contrainte des charges portantes et de la négligence criminelle. J'ai frénétiquement fouillé dans le coffre jusqu'à ce que je trouve ces vieux carnets de chantier, reliés en cuir. J'ai feuilleté jusqu'aux dernières entrées datant de 15 ans. Le projet qu'il gérait, l'entrepreneur supervisant le chantier. Mon sang se glaça.
La société holding répertoriée sur les plans du site était une filiale. Une filiale de Sterling Apex. À l'époque, Richard Sterling n'était qu'un jeune promoteur en ascension coupant les coins ronds pour bâtir son empire. J'ai descendu le journal et je l'ai montré à ma mère. Quand elle vit le nom de la filiale, la couleur se retira de son visage. « Maman », murmurai-je, ma voix tremblant. L'accident de papa. Était-ce un chantier des Sterling? Elle s'assit lentement, serrant le journal. Oui. C'était le premier grand immeuble de grande hauteur de Richard. Ton père était l'ingénieur en structure principale. Sloan. Il ne faisait jamais d'erreur. Je n'ai jamais cru que c'était juste un accident. Mais les inspecteurs de la sécurité maritime ont blanchi le site, et nous n'avions aucune preuve. Le chagrin que j'avais enfoui pendant plus d'une décennie s'enflamma en un brasier rugissant. Et si la mort de mon père n'avait pas été un tragique accident? Et si c'était un meurtre? Je n'ai pas immédiatement prévenu Declan. J'avais besoin de regarder le diable dans les yeux. J'ai organisé un laissez-passer de visiteurs pour le centre de détention métropolitain de Brooklyn, où Vance était détenu sans caution. L'établissement correctionnel fédéral était lugubre, sentant l'eau de Javel et le désespoir. Je me suis assise derrière l'épaisse vitre en plexiglas dans la salle de visite. Vance entra vêtu d'une combinaison de prisonnier kaki. Il paraissait 10 ans plus vieilli, creusé, l'arrogance totalement gommée de son âme. Il prit le lourd combiné téléphonique noir. J'ai pris le mien. « Tu es venu jubiler ?» demanda-t-il. Sa voix rauque. « Tu as gagné. Sloan. Tu as tout pris. » Je ne suis pas venu jubiler. Vance. Je suis venu te poser une question sur une époque d'il y a 15 ans. À propos de mon père. Arthur. Les yeux de Vance se dérobèrent, un éclair de panique authentique traversant son visage. Je ne vois pas de quoi tu parles. L'effondrement du chantier. Celui que Richard a construit. Mon père allait lancer l'alerte sur les matériaux bon marché de ton père, n'est-ce pas? Vance me fixa, sa poitrine se soulevant dans son désespoir absolu. Faisant face à des décennies dans une prison fédérale. Peut-être réalisa-t-il qu'il n'avait plus rien à perdre. Ou peut-être voulait-il simplement entraîner son père dans sa chute. Il poussa un rire creux et psychotique. Un accident? Tu penses que mon père a bâti un empire de milliards de dollars en respectant les règles? Tu es naïve, Sloan. Il se pencha près du plexiglas, sa respiration embuant la barrière. Mon père ne doit pas seulement de l'argent à ta famille. Il vous doit du sang. Vance raccrocha le téléphone et retourna dans sa cellule, me laissant fixer la vitre. Je suis sorti de la prison, le vent froid soufflant de l'East River. Ce n'était plus une intrigue de vengeance d'entreprise. C'était une enquête pour homicide caché pendant 15 ans. J'ai immédiatement appelé Declan et lui ai apporté le journal. Il mobilisa toute son équipe d'investigation. Rouvrir une enquête sur un décès dans la construction vieux de 15 ans relevait presque de l'impossible, les preuves sont pavées par le temps, les témoins déménagent ou meurent. Mais nous avons trouvé un fil conducteur dans le journal de mon père. Il mentionnait à plusieurs reprises un contremaître de chantier du nom de Harland Grave. Mon père avait écrit que Harland était un homme bon, mais terrifié par les hommes de main de Richard Sterling. Si nous pouvions retrouver Harland Grave, nous pourrions trouver la vérité. Il fallut 2 semaines à l'équipe de Declan, utilisant des trackers de personnes et des dossiers fiscaux, pour le localiser. Harland avait abandonné la construction le lendemain de la mort de mon père. Avait vendu sa maison dans le Queens et avait disparu dans les montagnes de l'Adirondack dans le nord de l'État, vivant en autarcie. Declan et moi avons conduit 4 heures vers le nord dans les bois profonds. Nous avons trouvé la modeste cabane en rondin de Harland assise au bord d'un lac gelé.
Un vieux homme à la barbe blanche épaisse et à la peau burinée coupait du bois de chauffage sur le porche. Lorsque nous nous sommes approchés et nous sommes présentés, la couleur se retira de son visage. Au début, il refusa de parler, invoquant son âge et sa mauvaise mémoire. La peur de Richard Sterling était toujours profondément ancrée dans son cerveau. J'ai sorti le Polaroid de mon père et l'ai posé sur la table en bois. Monsieur Grave. Je suis la fille d'Arthur. Je ne suis pas venu pour vous punir. Je veux juste savoir pourquoi mon père n'est pas rentré à la maison. Pendant 15 ans. Ma mère et moi avons vécu avec un fantôme. Veuillez donner la paix à mon père. Richard Sterling est sous garde fédérale, Harland, ajouta doucement Declan. Il ne peut plus vous faire de mal. Mais nous avons besoin de votre témoignage pour nous assurer qu'il ne reverra jamais la lumière du jour. Harland regarda la photo, ses mains tremblant. Il se couvrit le visage et commença à pleurer, les sanglots lourds et angoissants d'un homme qui avait porté un poids de culpabilité écrasant pendant une décennie et demie. Il avoua tout. Harland expliqua que Richard Sterling avait ordonné l'utilisation d'acier contrefait de sous-qualité pour l'échafaudage principal afin de réduire les coûts de plusieurs millions. Mon père Arthur avait découvert la fraude. Il avait menacé d'aller directement au département des bâtiments et à la presse. Ce qui aurait ruiné Richard. La nuit précédant l'accident, Harland avait vu Silas, l'homme de main de Richard, et une équipe d'hommes saboter les joints porteurs principaux de l'échafaudage. Harland avait été menacé de mort pour sa famille s'il ouvrait la bouche. Le lendemain matin, mon père était monté pour son inspection. Le gréement s'était effondré instantanément. Richard avait corrompu les inspecteurs de la sécurité et versé une somme massive dans un compte offshore pour que Harland achète son silence et disparaisse. Je me suis assise sur le porche en fixant le lac gelé, les larmes coulant sur mon visage. Mon père, un homme d'une intégrité sans compromis, avait été assassiné pour le profit. Muni de l'affidavit sous serment de Harland, Declan s'adressa au bureau du procureur des États-Unis. Ils obtinrent un mandat de perquisition hautement restreint pour un entrepôt secondaire hors bilan, que Richard conservait dans le New Jersey. À l'intérieur d'un coffre-fort ignifugé caché derrière des cloisons sèches. Le FBI trouva le Saint Graal, le grand livre personnel de Richard Sterling. Ce n'était pas seulement de la comptabilité. C'était la police d'assurance d'un paranoïaque contre ses propres hommes de main. Il détaillait les paiements aux inspecteurs, le virement bancaire vers Harland, et une entrée glaçante le jour de la mort de mon père. Arthur n'a pas voulu entendre raison. Silas s'est chargé de l'échafaudage, un coup tragique de faire des affaires. Un corps pave la fondation. Quand Declan me lut cette entrée au téléphone, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une sérénité absolue et profonde. Le monstre était enfin piégé dans la lumière. Le procès fédéral de Richard Sterling devint l'événement médiatique de la décennie. La salle d'audience du bas de Manhattan était comble, pleine de journalistes, des familles déplacées de la vallée de l'Hudson et des fantômes des victimes de Richard. Ma mère et moi étions assises au premier rang. Je portais un tailleur noir ajusté, mon visage formant un masque impénétrable. À côté de moi, Declan siégeait en tant que mon conseiller juridique. Sa présence agissant comme une encre stable. Richard Sterling ressemblait à un cadavre. L'aura de milliardaire s'était évaporée, ne laissant qu'un vieil homme frêle et terrifié dans une combinaison orange. Eleanor sanglotait hystériquement dans la tribune. Vance refusa d'établir un contact visuel avec qui que ce soit. Face au grand livre, au témoignage de Harland et à la montagne de preuves de fraude financière, la défense s'effondra. Le marteau du juge frappa comme le tonnerre. Richard Sterling fut condamné à la réclusion à perpétuité dans une prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle pour complot en vue de commettre un meurtre, racket et fraude. Vance écopa de 20 ans pour son rôle dans l'extorsion d'entreprises et l'évasion offshore. Eleanor écopa de 5 ans pour fraude médicale et subornation de témoins. Alors que les marshals emmenaient Richard, la tribune éclata en applaudissements.
Ma mère me serra dans une étreinte farouche, versant des larmes de pur soulagement. J'ai levé les yeux vers le haut plafond de la salle d'audience, sachant que mon père pouvait enfin reposer en paix. Pendant la liquidation de la faillite, Vanguard Holdings surprit Wall Street en rachetant l'intégralité des actifs de Sterling Apex. Tout le monde supposait que nous allions dissoudre l'entreprise et effacer le nom taché de la surface de la Terre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai gardé le nom Apex pour la nouvelle filiale. J'ai purgé toute la direction corrompue, mis en place une surveillance éthique stricte et transformé un symbole de sociopathie d'entreprise en un moteur de développement communautaire. Le nom n'était pas le crime. Les hommes qui l'avaient manié, si. Mon premier acte en tant que nouvelle directrice d'Apex fut de retourner dans la vallée de l'Hudson. Nous n'avons pas seulement construit les logements abordables. Nous avons retrouvé chaque famille que Sterling avait déplacée. Je me suis assise dans leur salon et leur ai remis des actes de propriété nouvellement rédigés. Nous leur avons revendu leurs parcelles ancestrales pour exactement $1. Accompagnés de programmes de restitution financière massive tirés directement des successions. Liquider des Sterling. Lorsqu'une femme âgée, la meilleure amie de la grand-mère de Declan, tint l'acte de propriété de sa ferme et pleura de joie, tenant mes mains, je sus que j'avais trouvé le but de ma vie. J'avais pris l'arme utilisée pour détruire ma famille et l'avais transformée en soc de charrue. La vie s'installa dans un rythme magnifique et productif. Les initiatives de logement Vanguard Apex prospérèrent. Je me sentais plus légère, libéré du besoin de prouver ma valeur à des gens qui ne pouvaient pas voir mon âme. À travers tout cela, Declan fut mon constant. Il fut mon esprit juridique brillant, mon confident et mon partenaire dans le démantèlement d'Empire. Nous travaillions tard le soir sur des plans et des mémoires juridiques, partageant des plats chinois à emporter et des rires faciles. Le traumatisme du passé nous avait unis, mais la vision partagée de l'avenir était ce qui nous rendait inséparables. Un soir d'automne vif, Declan et moi marchions à travers Central Park. Les feuilles s'étaient parées de magnifiques teintes d'or et de carmin. La ligne d'horizon de la ville scintillait à travers les branches nues. C'était calme, paisible. Declan s'arrêta près du pont Bow Bridge. Il se tourna vers moi, la lumière ambrée d'un lampadaire se reflétant dans ses yeux. Sloan, tu sais que je t'ai toujours admiré. Même à l'époque de Columbia. J'ai souri, mon cœur faisant un étrange et charmant battement. Vraiment? Tu passais tout ton temps enfoui dans les manuels de droit des délits. Je pensais que tu avais à peine remarqué que j'étais là. Il rit doucement, se rapprochant. J'ai tout remarqué. Mais j'étais juste un gamin boursier essayant de survivre. Et tu étais cette force de la nature. Brillante et magnifique. Je n'ai jamais pensé que j'aurais le droit de me tenir à tes côtés. Il prit mes mains dans les siennes, sa prise chaude et calleuse. Sloan, traverser le feu avec toi ces derniers mois. Ça a été l'honneur de ma vie. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Je réalise maintenant que ce que je ressens n'est pas seulement de l'admiration ou de l'amitié. Je t'aime, Sloan. Je l'ai toujours fait. La confession n'était pas un choc, mais elle me remplit d'une joie rayonnante et écrasante. Après des années de manipulation et d'affection transactionnelle, je ressentais enfin un amour pur, protecteur et bâti sur un respect mutuel profond. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Je me suis simplement blotti dans ses bras, enfouissant mon visage dans son manteau, sentant le battement régulier et honnête de son cœur. Les années passèrent. La tempête qui avait ravagé ma vie n'était plus qu'un chapitre dans un manuel d'éthique des affaires. Un dimanche après-midi, j'ai reçu une lettre traitée par le système pénitentiaire fédéral. L'écriture sur l'enveloppe appartenait à Vance. Je me suis assise à mon bureau en la regardant. Je ne ressentais plus la vieille pointe de colère ou d'anxiété. Je ressentais juste une curiosité lointaine. Je l'ai ouverte pour enfin fermer la porte. La lettre était courte, l'écriture tremblante.
Il ne mendiait pas pour un appel ni ne demandait d'argent. Sloan, être assis dans une cellule de 8x10 donne à un homme trop de temps pour réfléchir. Je vois clairement maintenant le monstre que je suis devenu en essayant de courir après l'approbation de mon père. J'ai jeté par la fenêtre la seule vraie chose dans ma vie. J'entends dire que toi et Declan êtes mariés et que le projet Hudson est un énorme succès. Je suis sincèrement heureux. Tu méritais un partenaire, pas un parasite. Je paie ma dette et je sais que je mérite chaque seconde. Te souviens-tu de notre premier rendez-vous à Central Park? Tu avais fait tomber une petite épingle à cheveux en argent. Je l'ai gardée dans ma poche pendant des années, pensant que j'avais attrapé quelque chose de magnifique. Mais c'était moi qui l'avais écrasée. Je suis désolé. Sois heureuse. J'ai plié la lettre et l'ai jetée dans le broyeur de papier. Je ne ressentais aucune rancune persistante. Seulement une pitié silencieuse pour un homme qui avait troqué son âme contre une façade. Le pardon ne consistait pas à lui dire qu'il était absous. Il consistait dans le fait que son souvenir n'avait plus le pouvoir d'accélérer mon pouls. Un dimanche matin lumineux. Declan et moi avons conduit jusqu'à la vallée de l'Hudson pour visiter le projet communautaire. Achevé. Les vieux vergers avaient été revitalisés aux côtés des maisons durables et magnifiquement conçues. Le son des enfants qui jouaient résonnait à travers les champs. Des familles parcouraient un marché fermier local installé sur la place de la ville. Nous avons marché main dans la main le long des sentiers pavés. Les gens nous saluaient et souriaient, non pas avec la peur hypocrite des mondains de Manhattan, mais avec une chaleureuse gratitude sincère. Je réalisais que le véritable pouvoir n'est pas la capacité de détruire quelqu'un lors d'un gala-ou la capacité d'amasser des millions dans des comptes offshore. Le véritable pouvoir est la capacité de prendre les morceaux brisés de sa vie et de construire un abri pour quelqu'un d'autre. Declan serra ma main, regardant par-delà la communauté vivante et vibrante que nous avions si ardemment lutté pour protéger. À quoi penses-tu, madame? J'ai souri, inclinant ma tête contre son épaule. Je pense que la vengeance est épuisante. Mais bâtir une belle vie, c'est la plus belle des victoires. Nous nous sommes tenus là ensemble sous le ciel clair du nord de l'État, laissant derrière nous les fantômes du passé, prêts pour tout ce que l'avenir nous réserverait.